Bonjour, bienvenue à Sans détour avec Élisane Pellerin. Cette semaine, on reçoit notre chroniqueur en accessibilité universelle, Aldric Vincent. On reçoit également Madame Marie Gagnon-Brousseau, qui est orthophoniste à la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Et on s'entretient finalement avec Franche Grondin, qui est autrice du livre « Moi aussi je mange 30 recettes faciles à adapter pour les personnes vivant avec la dysphagie ». On commence cette émission avec notre chroniqueur en accessibilité universelle, Aldric Vincent. Bonjour Aldric. Bonjour Elisane, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va très bien, merci. Donc Aldric, tu nous parles aujourd'hui des joies et des défis d'hiver pour les personnes à mobilité réduite. Oui, j'aimerais partager un peu mon expérience sur le sujet. Donc bon, c'est sûr que l'hiver, c'est jamais facile pour personne, mais ça l'est vraiment encore moins quand on a des problèmes de mobilité, comme par exemple dans mon cas, quand on voyage, quand on se promène en fauteuil roulant. Donc il y a plusieurs défis. Je dirais que c'est à peu près 10 fois plus dur. Il y a la neige et la glace, bien évidemment, sur les trottoirs. Ça les rend glissants, ça rend les déplacements difficiles et dangereux. Il y a les roues des fauteuils roulants qui patinent toute la journée là-dessus. Pour ainsi dire, on n'avance pas du tout. Donc, c'est vraiment préférable d'avoir quelqu'un avec nous. Et ça, c'est vrai que ce soit en fauteuil manuel ou en fauteuil motorisé. Dès qu'on est sur de la glace ou de la neige, ça spine et on n'avance plus du tout. Oui, ou ça reste bloqué, plus on n'avance plus non plus. Oui, je vous comprends. Exactement, ça reste bloqué et on n'avance absolument plus. Les accumulations de neige, ça blanque aussi les rampes d'accès. Donc, évidemment, pour rentrer dans des bâtiments. C'est déjà difficile en temps normal de monter une pente quand on est en fauteuil, mais alors imaginez quand il y a de la glace et de la neige qui nous fait glisser, ça devient carrément mission impossible. Oui, et sur les roues également, des fauteuils roulants, on a des gadous en bon français, donc ça devient difficile d'agripper les mains parce que ça aussi, ça glisse. Exactement, on se retrouve à avoir finalement toute la slush qui monte au niveau des mains, et puis là, c'est comme si on essayait de pousser sur de la glace en fait. Ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment très agréable pour les mains, d'ailleurs, d'avoir les mains gelées comme ça. Là. Ouais. Absolument. Mais justement, je vais venir après là-dessus, c'est un autre problème. Même c'est ça, même quand les chaussées sont bien déneigées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand ça l'est, il y a toujours une accumulation de neige sur les côtés qui peuvent gêner. Et même au bout, au niveau du trottoir, il y a souvent le chasse-neige qui a fait un virage. Il y a une petite montagne de neige, c'est pas grand-chose. Quand on marche, on a juste à la jamber. Mais quand on est en fauteuil, c'est un obstacle de plus. Donc c'est vraiment beaucoup de défis. Et puis, il y a ce que tu disais, en effet, le froid qui peut rendre les mains engourdies, qui complique encore plus la poussée d'un fauteuil. Il y a aussi le fait qu'on reste assis pendant longtemps. La circulation sanguine, la chaleur corporelle, c'est pas génial. Et donc, ça crée un risque. Ça risque, par exemple, il y a un risque d'engelure. Moi, par exemple, je sens pas au niveau de mes extrémités, je sens pas du tout mes pieds, mes jambes, je sens pas mes doigts. Donc, s'il commençait à faire très très froid et que je me gèle, je le saurais pas. Donc ça, c'est un risque en plus. C'est pour ça que j'essaie de limiter le temps passé à l'extérieur vraiment au minimum. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont en situation de handicap, qui ont de la difficulté donc à réguler leur température corporelle. Donc effectivement, ça peut causer des défis supplémentaires. Exactement. Et c'est même dangereux en fait. Si on ne fait pas attention, on peut vraiment... disons qu'il faut pas prendre de risque avec ça. Il y a aussi le sel qui compte dans l'équation. Quand on rajoute du sel par terre pour essayer de faire fondre la glace, ce sel-là, il endommage les pneus et il endommage aussi les roulements à billes au niveau des fauteuils. Donc on est obligé d'avoir un entretien plus complet en hiver qu'en été. Et donc ça, c'est pas mal ça, je vous dirais, les défis extérieurs. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Il y a des pneus adaptés, des pneus de neige, ça existe. Mais c'est sûr que ces pneus, ils vont être un peu comme des pneus de vélo tout-terrain, des pneus de montagne. Donc c'est très très large, c'est encore plus dur de pousser. Et un peu quand on est à l'intérieur et qu'il n'y a pas de neige, même à ça, ça va compliquer le fait de pousser sur le fauteuil manuel. Et c'est sûr aussi que il y a la slush qui, par exemple, la neige et la slush, quand on rentre à la maison,
et qu'on n'a pas de handicap, on peut enlever ses chaussures et circuler dans la maison. Moi, quand j'arrive à la maison, je suis obligé de rester 10-15 minutes sur un tapis de neige parce que sinon, mais j'en mets partout. Oui, effectivement. Puis après, ramasser pour une personne qui est en situation de handicap, c'est pas facile non plus. Exactement, ça complique encore la tâche. Donc, c'est ça. Je fais des petits tours sur mon tapis de neige en attendant d'avoir une chance de pouvoir aller dans le salon. Mais honnêtement, je me retrouve à passer la mop à peu près toute la journée. Donc, ça fait encore partie des défis. Oui. Ma foi, il n'y a pas que des défis en hiver, sinon ce serait l'enfer. Il y a aussi, quand même aussi des choses pas trop mal qu'on peut faire à part rester à la maison. Il y a les sports d'hiver. Il y a le ski assis, ça existe. C'est le même principe que le ski alpin. On descend des pentes, évidemment avec du matériel adapté et de l'aide. Si vous voulez savoir les stations qui permettent de faire ça, il y a, si vous tapez sur Google « stations adaptées aux handicapés », vous allez avoir toute la liste des stations qui sont équipées et qui peuvent vous aider avec ça. Et il y a aussi le site Québec pour tous, qui peut être une belle ressource pour nous aider avec ce genre d'endroit. Une autre activité, c'est le ski paranordique. Donc ça, c'est un peu comme le ski de fond, sauf qu'il y a quelqu'un derrière et quelqu'un devant qui pousse, qui nous permet d'avancer. Ça ressemble un petit peu, en été, on fait ça aussi pour pour faire des sentiers de randonnée, un petit peu le même principe. On est assis sur un fauteuil avec une grosse roue et puis il y a des gens devant et derrière qui nous permettent de les accompagner dans l'aventure. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Et il y a aussi la même chose avec le patin à glace, évidemment. Donc de nouveau, ça s'appelle le patin paranordique. C'est la même idée, quelqu'un devant, quelqu'un derrière qui nous aide à participer à ces sports-là finalement. Et il y a bien évidemment aussi toutes les activités culturelles qu'on peut faire en été et en printemps aussi, mais qui là valent doublement la peine en hiver parce que c'est à l'intérieur, il fait chaud, il n'y a pas trop de risques. Donc on pense bien évidemment au théâtre, on pense au musée. On n'oublie pas aussi que les musées, ça vaut la peine de demander il n'y a pas des accès privilégiés pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, parce que bien souvent, c'est gratuit. Oui, souvent, c'est gratuit pour l'accompagnateur également qui accompagne la personne en situation de handicap. Exactement. Il y a aussi des cartes qui valent la peine d'être, je crois qu'il y en a 2, de mémoire qui sont, faut aller un peu à la pêche à l'information à chaque fois pour savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Mais ça vaut vraiment la peine de poser la question avant d'y aller parce qu'on a souvent des avantages non négligeables. Et bien évidemment, il y a toutes les activités qu'on connaît tous, jeux vidéo, télé, Netflix. Mais enfin, l'idée est de ne pas rester enfermé à la maison tout l'hiver non plus. Il y a les maisons de la culture également qui ont quand même des programmations intéressantes l'hiver comme l'été. Hein, et souvent, c'est gratuit. Absolument. Et une bonne ressource aussi pour savoir quoi faire, c'est bien sûr le site internet de Kéroul. On les connaît bien. Ils ont vraiment un peu référencé toutes les activités à l'année longue qui sont facilement accessibles. Et c'est vraiment le bon moment quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'on a un peu peur de sortir dehors, c'est d'aller vérifier ces ressources-là. Effectivement, c'est toujours des bonnes ressources à avoir et l'équipe de Kéroul font un travail magnifique là, pour nous dire ce qui est adapté ou pas. Là. Oui, absolument. Ils ont un prospectus aussi qui sort à chaque année avec les nouvelles activités. Et le plus on les fait connaître, le plus les endroits feront l'effort d'être adaptés aussi. Et puis je pense que tout le monde est gagnant avec ça. Effectivement, toute la société est toujours gagnante d'avoir des endroits qui sont qui répondent à l'accessibilité universelle. Exactement, c'est un peu mon combat. Quand on parle d'accessibilité universelle, c'est bénéfique pour tout le monde, y compris les gens qui n'ont aucune difficulté de mobilité. Donc vraiment, on aurait tort de ne pas développer ça au maximum. De toute façon, un jour ou l'autre dans votre vie, si vous n'avez pas de problème de mobilité, vous allez vous retrouver avec un plâtre ou des béquilles et vous allez voir une partie de ce qu'on vit à tous les jours. Donc, c'est toujours utile parce que ça va nous arriver d'une façon ou d'une autre d'avoir des problèmes de mobilité, même si on n'a pas d'handicap. Absolument. Et puis même dans mon cas, moi, c'était un accident de voiture que j'ai eu, donc j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Et puis finalement, je passe ma vie là-dessus. Ben écoutez, au moins ça vous fait un sujet pour militer, puis vous pouvez aider la société en étant positif avec tout ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup, et puis bonne émission. On se retrouve bientôt pour une autre chronique. C'était donc Aldric Vincent, le chroniqueur en accessibilité universelle.
On retrouve maintenant Mme Marie Gagnon-Brousseau, orthophoniste de clinique d'excès technologique du Centre de réadaptation Lucé Bruno à Montréal. Bonjour, Mme Gagnon-Brousseau. Bonjour, Mme Pellerin. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Ça va, merci. Donc, vous allez nous parler de l'intelligence artificielle qui améliore les perspectives avec la synthèse vocale. Oui, ça va me faire plaisir. Pouvez-vous d'abord nous dire quelles sont vos tâches comme orthophoniste à la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre de réadaptation Lucé Bruno? Oui, écoutez, moi, en tant qu'orthophoniste à la clinique, mon objectif, c'est vraiment de suivre l'avancement des technologies pour répondre aux besoins de nos usagers, surtout sur le plan de la communication, comme je suis orthophoniste. Donc, notamment, on travaille là, avec des gens qui ont le plus souvent des atteintes là, de la parole, donc avoir des difficultés à parler, et aussi très souvent associées à des difficultés motrices aussi, donc avoir de la difficulté soit à bouger les bras, les jambes et plusieurs parties de leur corps. Donc, souvent, c'est associé là, à des paralysies importantes. Et donc, mon travail, c'est de m'assurer que malgré les difficultés de parole, les gens peuvent quand même continuer à communiquer avec leur entourage. Je trouve important de mentionner que je ne suis pas la seule dans l'équipe, donc on travaille aussi de manière étroite avec des ergothérapeutes et un technicien en informatique. L'objectif en ergothérapie, c'est non seulement d'améliorer la communication, mais surtout d'améliorer l'autonomie puis l'accès à l'environnement. Donc, quand on parle d'aide technologique, là, c'est aussi que les gens puissent continuer à manipuler les choses de leur environnement. Donc, imaginez-vous, vous ne pouvez plus bouger les bras, bien, comment est-ce que vous pouvez, par exemple, contrôler votre téléviseur, contrôler votre téléphone cellulaire ou même contrôler les lumières dans la maison, malgré les pertes, là, dans le fond. Là. C'est sûr que l'autonomie au quotidien en dépend, bien sûr. Et vous nous parliez donc en fait, c'est moi qui parlais d'une voix de synthèse. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une voix de synthèse? Oui, définitivement. En fait, comme je le disais, imaginez-vous, par exemple, que vous avez un diagnostic, par exemple, de maladie évolutive qui fait que vous perdez graduellement l'usage de la parole. C'est sûr qu'éventuellement, quand la parole devient très, très difficile à comprendre, ben, la plupart de nos usagers qu'on voit à la clinique vont finir par utiliser un appareil de communication. Donc, pour venir compenser, pour venir même remplacer leur parole naturelle, ils vont utiliser une tablette ou un ordinateur pour pouvoir écrire à l'écran ce qu'ils veulent dire et pouvoir le faire prononcer à voix haute par justement une voix de synthèse. Donc, la voix de synthèse, en fait, c'est quoi? C'est essentiellement une voix d'ordinateur qui permet de faire prononcer à voix haute des messages écrits. Donc, le meilleur exemple concret de ça, c'est par exemple quand on utilise un GPS ou quand notre téléphone nous parle, ce sont des voix de synthèse. Donc, ce sont des voix, oui, d'ordinateur, mais qui s'apparentent quand même à la voix humaine, qui ont une sonorité humaine. Et justement, ça s'est amélioré, en fait, leur ressemblance avec les voix humaines. Oui, définitivement. Dans les 15 dernières années, là, ou les 10 ou les 15, je vous dirais, ça fait 8 ans là, que je suis orthophoniste dans le domaine, donc je ne veux pas m'avancer des fois à ce qui s'est fait avant que je commence dans le domaine. Mais j'ai un exemple concret de ça. Là. Tout le monde connaît là, Stephen Hawking là, qui avait la sclérose latérale amyotrophique. Il utilisait lui-même une synthèse vocale et un appareil de communication. Et pour ceux qui ont déjà entendu sa voix de synthèse, elle était très robotique et elle sonnait, disons, en bon québécois, un peu cacane. Hein? Oui, donc, clairement. C'est ça. Vous avez la référence. Donc, on savait que c'était un ordinateur là, qui parlait. Donc, je vous dirais, dans les dernières années, ce qui s'est beaucoup amélioré, c'est effectivement la qualité des voix de synthèse, donc oui, qui ressemblent de plus en plus aux réelles voix humaines, mais aussi ils se sont améliorés sur le plan de l'intonation. Donc, l'intonation va paraître un petit peu plus naturelle. Et aussi, à mes yeux, ce qui est important, c'est que ça s'est amélioré sur l'aspect compréhensible. Donc, la voix de synthèse va être plus intelligible, va être plus facilement comprise de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il n'y aura pas là, cette sonorité robotique là, qui vient des fois altérer notre compréhension de ce qui est dit. C'est sûr que ça aide la compréhension, on comprend tous, mais au-delà de la compréhension, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une voix qui est plus humaine, qui est moins robotique au niveau de vos patients? Qu'est-ce qui vous rapporte comme sentiment par rapport à ça? Oui, c'est sûr que les usagers seraient les mieux placés pour répondre, mais
je pense que le plus important là-dedans, c'est tout ce qui a trait à l'acceptabilité sociale et à l'inclusion sociale. Donc, si je fais un appel téléphonique ou je vais au dépanneur acheter ma pinte de lait et que j'utilise un appareil de communication pour communiquer et que la voix qui en sort sonne davantage humaine, bien, la personne qui est devant moi ou qui est au bout du fil va être beaucoup plus ouverte à écouter mes propos. Il va peut-être être moins surprise là, de l'utilisation que je fais de mon appareil pour communiquer. Donc, dans les faits, ça apporte une relation qui est plus facile. C'est plus facile d'entrer en relation. Oui, je pense que vous avez les bons mots. Et qu'est-ce que les voix de synthèse apportent de plus aux patients? Vous avez parlé, bien sûr, de l'autonomie au jour le jour, donc au quotidien, mais ça apporte également, là, j'imagine, une facilité à exprimer ses besoins. Oui, définitivement, parce que là, on parle de la voix de synthèse. Donc, essentiellement, la voix de synthèse, c'est la voix d'ordinateur qui me permet de prononcer mon message. Et comme vous le nommez bien, au-delà de ça, le plus important, c'est carrément de pouvoir communiquer, point. Donc, le fait de pouvoir écrire son message et de le faire prononcer, alors qu'avant d'avoir cette possibilité-là, la personne ne se faisait jamais comprendre, ne pouvait jamais entrer en relation avec les autres parce qu'elle devait répéter peut-être 40 fois sans jamais se faire comprendre. Ou il y a des gens que, malheureusement, la parole est tellement atteinte qu'ils ne peuvent parfois même plus émettre aucune parole là, qui serait compréhensible même de leurs plus proches parents. Donc souvent, le fait d'utiliser un appareil et un logiciel qui nous permet vraiment de faire prononcer nos messages et de les écrire, bien carrément, c'est que ça brise l'isolement et ça rétablit une communication qui était absente. J'imagine aussi qu'il y a un deuil à faire là, pour les personnes qui avaient une parole qui était plus compréhensive à une époque, puis qui a perdu la notion de la parole. Donc, est-ce que ça aide le deuil? Est-ce que ça aide à passer au travers du deuil, d'avoir justement des moyens de communiquer autrement? Quelle excellente question. Je pense que pour certains, ça peut définitivement aider à passer au travers du deuil parce que ça rétablit la communication. Mais je pense que pour d'autres, ça peut aussi être assez confrontant de dire, ben moi, je connais ma parole d'avant, je sais ce que je pouvais dire très rapidement, parce que quand là, je vous parle à une vitesse assez élevée, n'est-ce pas? Donc, je me souviens, c'est quand on a des diagnostics où la parole se dégrade dans le temps, ben, je me souviens que je pouvais faire une blague ou je pouvais faire du sarcasme très rapidement. Et maintenant, avec ma voix de synthèse, avec mon appareil, ben, c'est plus long. Je dois écrire à l'avance ce que je veux dire. Je dois préparer mes messages d'avance. C'est peut-être moins de spontanéité. Et en plus, la voix qui sort de mon appareil, ben, c'est pas nécessairement l'intonation que j'aurais voulu lui donner, ou c'est pas nécessairement ma voix non plus. C'est une voix un peu générique, ou ça va être une voix de femme, ou tout ça. Donc, pour certains, au lieu d'aider au deuil, ben, ça peut être assez confrontant. Et si vous me permettez, j'ajouterais que même parfois, certaines personnes, malgré que la parole soit difficile à comprendre, vont nous dire, écoutez, c'est une belle solution, la voix de synthèse, c'est une belle solution, votre appareil, mais pour le moment, je n'en veux pas parce que je me fais encore comprendre, même si c'est difficile, même si je dois répéter, mais je préfère encore utiliser ma parole naturelle et ça me convient comme ça parce que j'ai développé mes trucs avec mon entourage. Donc, des fois, l'appareil de communication, c'est pas nécessairement la première solution ou la panacée non plus, là. Non, ben ça fait pas de miracle, en fait, là, j'imagine. Puis comme vous dites, ça doit être assez long, surtout pour une personne qui a des problèmes de mobilité, d'écrire sur un ordinateur. Donc, une phrase, ça peut prendre, j'imagine, à quelques secondes, même quelques minutes, non? Tout à fait. Vous le nommez bien. Puis c'est là où c'est intéressant de dire la notion d'accessibilité. C'est-à-dire, on le nommait tantôt qu'on travaille en collaboration avec les ergothérapeutes. Imaginez-vous justement quelqu'un qui perd la parole, mais qui perd aussi l'usage des mains. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Donc, effectivement, la personne, pour pouvoir finalement écrire son message, ne va pas utiliser ses mains. Elle ne pourra pas taper au clavier, elle ne pourra pas taper à l'écran son message. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des accès alternatifs. Et comme vous le nommez bien, ces accès-là qu'on dit alternatifs sont beaucoup plus lents. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas bouger les mains, mais qui pourrait encore bouger la tête, par exemple, ou bouger les yeux,
pourrait utiliser, contrôler son ordinateur avec son regard, par exemple, qu'on appelle le contrôle à l'œil. Ou pourrait encore contrôler son ordinateur avec un mécanisme de souris à la tête. Donc, en bougeant la tête, l'ordinateur capterait le mouvement, puis la personne pourrait à ce moment-là écrire sur un clavier là, visuel à l'écran. Certaines personnes qui ont des très petits mouvements des mains pourraient aussi utiliser un interrupteur, donc un petit bouton sur lequel ils cliqueraient là, pour aller sélectionner des messages à l'écran. Donc, imaginez-vous tout le temps que ça peut prendre juste pour dire bonjour ou pour saluer quelqu'un. En même temps, vous le dites, hein, c'est vraiment le fait de l'offrir puis de voir les personnes que ça aide, puis les personnes qui sont à l'aise avec ça, et de notre côté, puis les personnes qui sont pas à l'aise, ben, se le font offrir et pourront y retourner si jamais ils en sentent le besoin plus tard. Là. Définitivement. Et c'est ça notre travail, c'est de présenter ce qui est disponible, de rester à l'affût des nouveautés, d'offrir les possibilités aux gens, puis après coup, c'est un travail d'équipe avec l'usager. Puis, je trouve que ça m'amène à quelque part, là, cette conversation, c'est aussi que des fois, on parle d'appareils technologiques. Mais des fois, les solutions qui sont retenues ne sont pas toujours technologiques. Hein. Des fois, on va présenter l'ensemble des solutions, puis quelqu'un va, pour une raison XY, là, selon ses besoins, puis selon ses capacités, va choisir une solution qui est dite non technologique ou de base technologie. Donc, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui peut encore écrire papier-crayon va peut-être juste écrire ce qu'il veut dire sur un bout de papier, puis le faire lire à la personne devant lui. Puis ça va être très efficace, ça va fonctionner. Ou encore quelqu'un qui ne pourrait plus écrire là, avec un crayon parce que la mobilité est plus difficile, mais qui pourrait pointer, par exemple, imaginez-vous là, les carrés de l'alphabet, là, donc toutes les lettres de l'alphabet sur un papier, puis il pourrait carrément aller pointer les lettres de l'alphabet sur le papier. Et player des messages comme ça assez rapidement. Des fois, c'est des solutions qui sont retenues, puis on va pas se leurrer. Un papier, un crayon, un alphabet papier, ça n'a pas besoin d'être chargé, ça ne brise jamais. Donc, des fois, c'est aussi une solution de rechange qui est intéressante quand l'appareil technologique est brisé ou ne fonctionne pas. Des fois, c'est les bonnes vieilles méthodes qui deviennent les plus intéressantes, mais ça, comme vous le dites, ça dépend vraiment des usagers. Merci beaucoup, Mme Gagnon-Brousseau. Vous êtes donc orthophoniste à la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Merci d'avoir été avec nous. Bien, ça me fait tellement plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Après la pause, on reçoit France Grondin, qui est autrice, qui va nous parler de son livre pour les personnes qui souffrent de dysphagie. Sans détour. On est maintenant avec l'autrice France Grondin, qui a écrit le livre « Moi aussi je mange », 30 recettes faciles adaptées pour les personnes souffrant de dysphagie. Bonjour France. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? En pleine forme. Madame Grondin, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la dysphagie? En fait, la dysphagie est un problème de déglutition. C'est un problème à avaler. Donc, que la nourriture passe vers l'estomac. Dépendamment du degré de dysphagie, la nourriture va des poumons. Donc, le patient fait ce qu'on appelle des pneumonies par aspiration. Et peut en mourir, évidemment. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre particulièrement sur la dysphagie? C'est qu'en septembre 2022, je suis allée passer un examen à l'hôpital. Malheureusement pour moi, ça a mal tourné. Je me suis ramassée aux soins intensifs. Quand je me suis réveillée, j'avais une trachéotomie, donc un trou dans la gorge, branché de partout, incapable de parler. Et par la suite, on a dû me faire une gastrostomie. Donc, un tube dans l'estomac.
À cause de ma trachéo, j'ai moins d'espace pour avaler. Donc, je mange purée. Et j'ai aussi une alimentation idéale pour avoir le maximum de vitamines et de calories dans la journée. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital 22 jours plus tard, ils m'ont remis une feuille 8,5 par 11 avec ce que j'avais le droit de manger et ce qui était interdit. Je me suis rendue à l'épicerie avec mon conjoint, direction section aliments bébés. Il n'y a pratiquement plus rien sur le marché. Dans le congelé, même chose. Il y a une compagnie, pas vraiment goûteux. Et moi, j'ai été chef à domicile pendant des années. Donc, j'ai fait, bon, il n'y a rien. Je vais m'en faire et on fait un livre de recettes pour les dysphagiques. Parce qu'au travers de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 millions de personnes au Canada qui étaient dysphagiques, dont 560 000 au Québec, pour diverses raisons. Soit qui sont atteints de SLA, Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer, prise de médicaments, et j'en passe. Parce que la dysphagie, c'est pas une maladie, c'est une condition suite à une maladie ou un accident. Et vous dites d'ailleurs, et ça m'a surpris, mais en y réfléchissant, c'est pas si surprenant que ça. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas, en fait, qui souffrent de dysphagie, particulièrement des personnes âgées. Exact. Les premiers signes sont, on s'étouffe, tout le monde s'étouffe un peu avec la nourriture. Sauf que là, à chaque bouchée, ils toussent. Donc, c'est les premiers signes avant-coureurs d'une dysphagie. Et là, ils font une pneumonie. Et ça va prendre du temps à qu'on se rende compte qu'on est dysphagique. Et par des radiographies spéciales, ils peuvent évaluer le patient pour savoir à quel niveau de dysphagie il est rendu. Et à ce moment-là, il peut avoir donc un suivi, mais c'est là aussi, il y a une nerf de la guerre, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peu d'outils qui existaient là, pour ces personnes-là, pour les aider à manger à la fois convenablement, mais aussi avec plaisir. Assurément. J'ai cherché, il n'y a pas de livre de recettes purées, ni en anglais, ni en français. J'ai fait pratiquement tout Internet au complet. Et c'est pas si difficile d'adapter sa nourriture en purée. Ça prend quelques outils et la préparation de base est pratiquement toujours la même pour rendre la nourriture, ces recettes qu'on fait tous les jours, purée. Ça demande peu d'expérience. Et j'avais décidé d'écrire un livre de recettes facile pour que monsieur, madame, tout le monde puisse réaliser ces recettes à la maison. C'est entre autres ce qui est intéressant avec votre livre, en fait, c'est que, oui, d'un côté, vous donnez des idées de recettes qui peuvent être amusantes puis qui peuvent être goûteuses, mais également, vous aidez les gens à transformer leurs recettes préférées pour les adapter à leurs nouveaux besoins, hein, entre autres pour les gens qui font la dysphagie. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un dysphagique vit des frustrations tous les jours. Exemple, moi, chez moi, j'ouvre mon frigo ou mon garde-manger, il n'y a rien que je peux manger. Absolument rien. Je dois transformer ma nourriture en purée. Un dysphagique, interdiction restaurant. Donc, il y a des restaurants. Les voyages, tout est inclus. On oublie ça. Ça devient compliqué pour aller manger chez la visite.
Et à la télévision, on est inondé soit d'émissions culinaires ou de publicités d'alimentation, pizza, Subway, nommez-les. On n'a que ça. Et un dysphagique regarde ça et fait comme « Oh my God, ça a l'air bon, puis j'en mangerais. » Parce que j'étais pas dysphagique avant. L'envie de manger une poutine, j'en ai encore envie, tu sais. Oui, ça peut vous prendre, vous aussi, pendant une nuit, là. le goût de manger une poutine, puis c'est encore pire Non, mais- pour vous, parce qu'effectivement, là, bon, évidemment, on peut toujours la transformer en purée, mais j'imagine que la sensation n'est pas la même. Non. La poutine, tu peux pas la transformer en purée. Et je fais tout de même l'épicerie. Puis quand je passe dans les allées, je veux tout manger. Mais tu fais tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Parce que mon mari n'est pas dysphagique. Donc, je fais cuire un poulet comme à l'habitude. Lui mange comme tout le monde. Moi, je me garde des portions avec du bouillon. Je transforme ça en purée. J'assaisonne. Je moule. Et je congèle. Donc, ça me fait des portions supplémentaires pour les autres journées. Et les moules, que ce soit ceux de Ricardo, Hubert, qui est au Canada, Purée Football, nous offre des moules qui ressemblent à des poitrines de poulet, à des carottes. Donc, visuellement, parce qu'on mange avec les yeux, d'abord, c'est moins décourageant. Tu fais, ça a l'air bon. Et après ça, ça vient les odeurs. Si ça sent bon, tu veux en manger. Puis 3, si ça goûte bon, ben ta frustration est réduite. On va dire de 50% à peu près. Mais reste qu'on a toujours le goût et la tentation de manger une poigne de pizza. Sauf que si on le fait, on est à risque. Oui, clairement. Puis dans certains cas, en fait, ça pourrait vous faire mourir sur le coup, là. Ah oui. Tu sais, parce que pneumonie après pneumonie, le système s'affaiblit, puis à un moment donné, ben tu passes pas au travers. Puis j'imagine aussi, je connais pas votre condition, mais j'imagine qu'il y a aussi des risques de s'étouffer de façon mortelle. Oh oui, tout à fait. Moi, même ma médication, pour vous donner une idée, je suis même pas capable d'avaler un comprimé Tylenol ou une aspirine pour enfants. Donc, il n'y a pas de place, là. Oui, donc pour la pizza, on y repassera. Mais on comprend quand même là, que ça peut améliorer la santé psychologique, là, ne serait-ce que d'avoir quelque chose qui est goûteux, quelque chose qui sent bon, quelque chose qui est bien présenté dans l'assiette. Oui, tout à fait. J'en suis convaincue. Et j'ai eu du monde qui sont venus au lancement de livres, qui ont acheté le livre, qui sont dysphagiques et qui m'ont envoyé des témoignages. Ils ont trouvé le coup de vivre. Ils ont espoir. Donc, mon but est atteint, parce que mon but était d'aider les gens comme moi, parce qu'il n'y a pas de ressources, malheureusement. Et qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des gens qui vous remercient, qui vous donnent des commentaires d'appréciation, alors que vous, ça a été quand même une épreuve, vous vous êtes retrouvés du jour au lendemain avec cette condition-là, alors que vous n'y entendiez pas, mais vous avez pu changer ça en positif pour aider les gens. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez eu un impact sur ces gens-là, puis que vous avez changé votre difficulté en quelque chose de positif? Ah, écoute, ça me fait... J'ai l'impression de recevoir un Oscar, presque. Je me dis, c'était le but ultime. J'ai réussi. Et j'ai pas terminé parce qu'il y a un deuxième tome
qui sera à venir. J'ai aussi un site web qui est en construction, qui aura des nouvelles recettes tous les mois. Et j'ai l'intention de faire des ateliers culinaires purés, soit dans les RPA, les milieux hospitaliers, CLSC, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont visuels. Quand bien même que je leur donne des livres de recettes, s'ils ne voient pas la technique de leurs yeux, ils ne comprennent pas tout à fait. Donc, en faisant des ateliers culinaires, les gens dysphasiques ou les proches aidants pourront venir et assister à l'atelier pour voir exactement de quelle façon on s'y prend. Puis évidemment, ça aide les gens à créer des contacts entre eux, puis à briser l'isolement, là, ce qui est aussi, j'imagine, quelque chose de positif là, avec les gens qui ont votre condition. Oui, parce qu'il y a quand même, je me souviens pas du nombre exact, je vais dire 1 million. C'est sûrement pas 1 million. Mais il y a une émission de télé qui a passé. Il y a un grand nombre de personnes âgées qui souffrent de malnutrition et de dénutrition à cause de la dysphagie. Ils s'empêchent de manger parce qu'ils ne peuvent pas avaler. Évidemment, là, ça peut causer des problèmes au niveau de la santé. La dépression s'installe. Oui. Donc, c'est évident que en milieu hospitalier, certains hôpitaux hospitaliers font beaucoup d'efforts pour offrir des repas purés. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que j'ai vu. Puis des fois, même si c'est en purée, c'est pas nécessairement goûteux, c'est pas nécessairement intéressant non plus. On sait de quoi ça a l'air de la bouffe d'hôpital, là. Donc, j'imagine qu'à purée doit ressembler un peu. Donc, effectivement, ça peut causer et des problèmes au niveau de la santé physique et des problèmes au niveau de la santé psychologique de ces gens-là. Et c'est une roue qui tourne, en fait, hein, pour créer plus de problèmes. Là. Oui. Comme tu viens de le dire, pas juste au niveau physique, mais au niveau mental. Ils en font des dépressions, ils se laissent mourir carrément. T'sais. Oui, ça, c'est épouvantable. Et là, en offrant un outil, parce que le livre est offert en anglais et en français, version numérique ou reliée. Et pour l'instant, heureusement pour moi, malheureusement, tout ce que j'avais sur Amazon a été vendu. On est déjà en réimpression. On devrait être en mesure de réapprovisionner quelque part la semaine prochaine. Et ça montre en fait qu'il y a un besoin. Vous avez visé juste. Oui, j'ai visé juste. Et j'avais fait une étude de marché et tout le monde chez eux connaît quelqu'un de sa famille proche, loin, un voisin qui souffre de dysphagie. Quand on se met à questionner, on se rend compte que ben oui, je connais un tel, puis un tel, puis un tel. L'autre a eu un accident de voiture, fracture des mâchoires. Il a été obligé de manger purée pendant 6 mois. Ben, il mange quoi? Il n'y a rien. Effectivement, on n'a pas vraiment d'alternative intéressante, mais avec votre livre, maintenant, j'ai l'impression que ça s'en vient. Et vous nous parliez d'un tome 2. Quand est-ce qu'on peut attendre un tome 2? Ben, le tome 2 est présentement en écriture. Je suis en train de tester les recettes. Je pourrais te dire, là, je vais avancer début 2026. On devrait être bon. Parce que c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail d'écrire un livre. Autant au niveau photographie, adapter les textures ou la dysphagie. C'est essai-erreur, essai-erreur. Non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. On recommence. Juste pour les pâtes alimentaires, dans le tome 1, ça m'a pris 1 an
pour y arriver. Pas quand même, hein? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous travaillez avec une nutritionniste là, pour vous assurer que, justement, on a les nutriments nécessaires et qu'on puisse voir dans le livre, c'est écrit également, les nutriments et tout ce que contiennent les recettes. Là. Oui, c'est ma nutritionniste, Hélène Delisle à Tremblant. Et elle a bien accepté de participer, excuse-moi, à la création du livre parce qu'elle est en contact tous les jours avec des dysphagiques. Et elle témoignait, il n'y a rien, on n'a rien. Donc là, on a quelque chose. Oui, maintenant, avec votre livre, il y a quelque chose et il a fait que les gens aiment le livre et le commandent et que vous êtes en rupture de stock, ça montre qu'il y a un besoin. Et vivement, il y a tome 2 là, pour répondre encore plus aux besoins. Puis tous les autres projets que vous avez également, qui sont des projets extrêmement intéressants là, pour aider les gens à se retrouver ensemble et à parler de dysphagie. Oui, parce qu'en fait, la dysphagie, c'est méconnu. On en parle très peu ou pas. Le monde est plus ou moins au courant. Et on est quand même 3 millions au Canada. Et le nombre va augmenter avec la population vieillissante. Ça, assurément. Et il y a autant des bébés, des enfants qui sont dysphagiques que des adultes. Moi, j'ai été étonnée de voir à quel point c'est varié d'âge en âge. Oh my God! Moi, je pensais qu'il y avait seulement que les personnes âgées. Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on entend parler beaucoup, mais comme je le disais, avec vos projets, on va en entendre parler plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup d'avoir été là, Madame France Grondin. Vous êtes donc autrice du livre « Moi aussi, je mange 30 recettes faciles à adapter pour les personnes souffrant de dysphagie ». Donc, si ça intéresse nos auditeurs, ils peuvent se procurer votre livre et dans les prochains mois, vous aurez d'autres projets à nous proposer. Oui, je te remercie beaucoup et merci au public. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. On est de retour avec la revue de presse. Donc, on commence par le projet Extender, qui est lauréat du concours national d'innovation robotique. Et le projet Extender, qui est un projet qui permet aux personnes en situation de handicap de contrôler un bras robotique installé sur leur fauteuil roulant. Ce projet est porté par des acteurs majeurs de l'Université de Sorbonne, de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne également, et de l'Actus, le Centre Ériland de l'Université de Bordeaux. Donc, c'est une start-up qu'on appelle Orthopus qui va lancer donc ce bras qui va permettre aux personnes en situation de handicap de mieux contrôler leur quotidien, un peu comme on parlait au début de l'émission avec Madame Gagnon-Brousseau qui était orthophoniste. Mais ces personnes-là vont pouvoir évidemment mieux contrôler différentes fonctions de la maison grâce à l'aide du projet de robot de robots pour personnes en situation de handicap, là, le projet Extender. Également, il y a des aéroports qui se dotent d'espaces sensoriels pour atténuer le stress du voyage, particulièrement pour les personnes qui ont des handicaps invisibles. On sait que les aéroports sont
bruyants, ils sont souvent surpeuplés, ils sont souvent vastes, ils peuvent être source d'angoisse pour des personnes voyageurs, particulièrement pour des personnes, par exemple, qui vivent avec l'autisme ou des troubles sensoriels. Pour répondre à ces besoins-là, on a mis en place des espaces sensoriels qui vont permettre donc aux personnes en situation de handicap ou à monsieur, madame, tout le monde de se calmer, de regarder des écrans pour revenir au calme. Il y a aussi des murs sensoriels qu'on peut toucher, par exemple, ou du son de la musique qui peuvent calmer les personnes qui en ont besoin. Donc, ce sont vraiment des salles multisensorielles qui sont mises à disposition des voyageurs, des voyageuses, entre autres les aéroports de Pittsburgh, de San Francisco, de Seattle ou de Dublin sont maintenant munis de ce type de salles-là. On offre également des lieux de repos loin des foules avec des espaces avec éclairage réglable, des sièges confortables et plusieurs activités qui sont adaptées aux personnes qui ont des difficultés sensorielles. Donc, c'est tout simple, mais ça aide les voyageurs et les voyageuses à avoir une expérience plus positive et à se sentir donc plus accueillis. Ça fait référence également, ou plutôt ça fait un suivi au programme Tournesol, qui est un programme duquel je vous avais parlé dans ma revue de presse il y a plusieurs semaines, où les gens peuvent avoir un tournesol autour du cou qui indique qu'ils ont besoin d'assistance lorsqu'ils sont à l'aéroport pour des handicaps visibles ou invisibles. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là d'accessibilité universelle que ça a été développé. Aussi, on parle donc jusqu'à 1 million d'adultes qui pourraient développer une forme de démence chaque année aux États-Unis d'ici 2060. Il y a une nouvelle étude qui est sortie de l'Université de New York qui prédit que 42% des adultes américains qui ont actuellement 55 ans et qui vont évidemment vieillir, ou 55 ans et plus et qui vont vieillir dans les prochaines années, développeront une forme ou une autre de démence d'ici la fin de leur jour. Donc, c'est énorme. Évidemment, les études antérieures parlaient de 20 ou 25%, mais là, la nouvelle étude de l'Université de New York, donc c'est presque double, on atteint 42%. Ça s'explique, entre autres, par, évidemment, la façon dont on vit le stress qui est vécu par monsieur, madame, tout le monde. Également, on va attribuer ça au vieillissement de la population. Il y a aussi des facteurs génétiques, entre autres, pour les femmes ou les personnes noires qui sont porteurs de différentes variantes génétiques spécifiques qui augmentent, entre autres, le risque de maladie d'Alzheimer. Si l'espérance de vie augmente, ça va venir effectivement avec des problèmes cognitifs qui vont augmenter également. Donc, il va falloir se préparer et on le sait, nos systèmes de santé en ce moment ne sont pas nécessairement adéquats pour répondre aux besoins qui continuent d'augmenter. Après la pause, on termine avec quelques actualités locales. On termine avec la Nouvelle-Écosse qui est accusée de lenteur dans l'arrêt de l'institutionnalisation. Donc, le 1er janvier, la Nouvelle-Écosse a mis fin à l'admission des personnes en situation de handicap dans les institutions. Par contre, on les accuse donc de ne pas sortir les personnes dans les institutions assez rapidement. Encore faut-il leur trouver des espaces pour aller vivre dans des espaces qui sont non institutionnalisés, donc des espaces qui ressemblent beaucoup plus à des familles, à des domiciles. Et pour l'instant, en Nouvelle-Écosse, on n'a pas assez de logements pour ces personnes-là, donc on a arrêté
d'entrée des gens dans les institutions, mais on n'a toujours pas sorti les gens qui devaient être sortis. On espère être capable d'avoir sorti tout le monde en Nouvelle-Écosse d'ici 2027, mais les personnes militantes et groupes militants trouvent que c'est trop lent, trop peu, et que la Nouvelle-Écosse ne met pas assez de ressources pour aider à la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap. Donc, c'est tout pour nous à Sans détour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Mathieu Tessier à la régie, Pierre Guérin à la recherche et bonne semaine tout le monde. Bye bye.